Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer de lire le troisième tome, La vallée des mammouths, de notre trilogie Les enfants de la louve. On va commencer tout de suite, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 5. C'est un vrai carnage, fit Silex d'une voix étranglée par l'émotion. Incrédule, son regard errait sur le fond du ravin, parsemé de grands rochers de toute taille. La blancheur de la neige qui les recouvrait était presque aveuglante, tant son contraste avec le rouge qui la maculait était fort, un rouge sang. À peine arrivés dans la vallée des mammouths, les chasseurs étaient tombés sur un spectacle de désolation. Les bêtes s'étaient précipitées dans le ravin, et des dizaines d'entre elles, y compris des mères et des petits, s'étaient fracassées sur les rochers. Un groupe d'hommes, emmenés par Bison, était descendu au fond du précipice pour y découvrir que toutes leurs précieuses défenses avaient été sciées et emportées, de même que les os longs et les omoplates. Oui, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qui leur a pris? Ajouta Oursefort en hochant la tête d'incompréhension. Silex regarda Bison en proie à une grande agitation. Il examinait les pauvres dépouilles disloquées en cherchant des indices, comme s'il pistait un gibier. Soudain, il s'accroupit pour observer la peau d'un grand mammouth. Son arrière-train était bizarrement noirci. Bison arracha une touffe de poils et la porta à ses narines. Malgré l'air froid, l'odeur le transperça. « Ce n'est peut-être pas un accident, lança-t-il. Il présenta sa trouvaille à Silex qui la renifla à son tour et échangea un regard entendu avec son chef. Oursefort lui prit les poils des mains et l'imita. Bois, ça pue la fourrure cramée, et aussi autre chose. La résine, demanda Bison. Oui, c'est ça, la résine brûlée, précisa le garçon. On dirait l'odeur d'une torche, poursuivit le chef. J'ai d'abord pensé que les chasseurs qui nous ont précédés avaient découvert les corps des mammouths en traversant notre territoire et qu'ils en avaient profité pour scier et emporter les défenses, les os longs et une grande quantité de viande. Mais je crois qu'il nous faut voir les choses différemment. Avant tout, chercher davantage de preuves. Suivi par Silex et Oursefort, Bison arpenta le fond ensanglanté du ravin, contournant les énormes dépouilles à demi dépecées de tout un troupeau de mammouths, gisant çà et là comme des mêlées abattues par la tempête. « Qu'est-ce qu'on cherche » fit Oursefort, encore sous le choc de cette horrible découverte. Au moment où il terminait sa question, l'un des hommes restés au sommet du ravin héla les chasseurs. « Je crois que là-haut, ils ont trouvé avant nous, lança Œil Clair. Des torches, ces intrus ont fait paniquer les mammouths en mettant le feu à leurs toisons. » Accroupis autour d'un feu construit contre un grand rocher incliné, protégé du vent et dominant le ravin, les chasseurs faisaient le point. Bison lâcha la torche à demi consumée qu'il tenait et continua son résumé de la scène à l'intention des hommes qui, étant partis chasser le repas de midi avant la macabre découverte, ne savaient rien de la tragédie. Lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, nous avons vu les traces des mammouths dans la neige. Elles nous ont conduits au ravin. Les corps ensanglantés et disloqués étaient déjà congelés. Les rares corbeaux qui s'y étaient attaqués avaient eu de la peine à les déchiqueter. Et on voit bien que des hommes s'étaient servis juste après leur chute. Pour nous, il est trop tard. Il va être très difficile de récupérer ce qui reste pour nourrir la horde, mais... Il suspendit sa phrase. Les regards pleins de colère des chasseurs se tournèrent vers leur chef. La horde de la louve considérait cette vallée comme sacrée et seule la chasse d'un unique animal en hiver y était tolérée. En outre, la vallée se trouvait sur leur territoire et cette incursion meurtrière ne pouvait rester impunie. Qui donc avait transgressé la loi de la toundra? Bison reprit lentement, du ton décidé, que tous attendaient. Des traces de traîneaux indiquent que ces chasseurs sont venus du sud et sont repartis lourdement chargés de leur butin dans la même direction. Je vois dans vos yeux
simplement du regard. On ne va pas se laisser dépouiller comme ça, affirma le chef. Nous le devons à notre horde. Nous le devons à nos frères mammouths qui hivernent sur notre territoire et sous notre protection depuis des temps sans mémoire. Il brandit son bâton de commandement d'une main tout en caressant l'encolure de sable. Puis il acheva son discours par ces mots prononcés d'un ton déterminé. Par notre mère la louve, nous allons les pourchasser. Nous les forcerons à nous restituer la viande, les os et l'ivoire qu'ils nous ont volés. Les hommes approuvèrent. Certains lancèrent même des cris d'intimidation aux ennemis, comme s'ils pouvaient les entendre. Ces petits rituels soudaient le groupe, et les chasseurs avaient besoin de se donner du courage. Silex leva la main pour demander la parole. D'accord, nous les attaquerons, mais sommes-nous assez nombreux? Ton regard qui court sur notre groupe répond de lui-même à la question, rétorqua Bison. Il nous faut un volontaire que Sable conduira jusqu'à l'abri pour chercher des renforts. Tous les visages convergèrent vers Oursefort, qui, impressionné, se leva pour aller caresser la louve, comme s'il se proposait spontanément. Chapitre 6. Voilà donc pourquoi ces hommes massacrent nos frères mammouths. Je n'ai jamais rien vu de tel, même au cours de mon voyage vers le soleil couchant, lorsque j'étais jeune, dit Silex, étouffant sa voix avec peine pour ne pas se faire repérer. Devant eux, deux immenses défenses recourbées et plantées profondément dans le sol formaient une sorte d'arche. Au milieu, une tenture de peau s'ouvrit au passage de deux chasseurs et d'une femme. La tenture servait d'entrée à une immense hutte entièrement recouverte de peau de renne finement cousue entre elles. Bison et ses hommes pouvaient clairement distinguer sa robuste charpente, construite avec des os longs, des omoplates et des défenses de mammouth. Étant donné sa hauteur modeste, l'intérieur devait être creusé dans le sol. Cela formait une excellente protection contre le vent, le froid et le gel. La chaleur des feux s'en échappait moins facilement, et à en juger par le trou à fumée qui crachait des volutes noires, on y mangeait de la viande fraîche de mammouth. Pas étonnant qu'ils doivent tuer tout un troupeau, renchérit Bison en désignant une autre hutte, plantée à quelques coudées de la première et tout aussi vaste. À l'extérieur des huttes, d'immenses foyers fumaient la viande soigneusement alignée en longues tranches fines sur des claies de bois. Les enfants jouaient, les hommes plaisantaient, les femmes fêtaient les chasseurs en les couvrant d'attention. Ce spectacle de bonheur fit enrager Bison et ses hommes. Sous l'abri, leur propre famille continuait de souffrir de la faim, et la sombre nuit qui s'annonçait emporterait sans doute quelques nouvelles âmes au-delà du grand glacier. Les chasseurs avaient facilement suivi la trace des pillards, qui, bien que retardés par le poids de leur butin, avaient atteint leur destination bien avant eux. Bison et ses hommes avaient franchi les limites du territoire ennemi avant de prendre position au sommet d'un cirque rocheux d'où ils pouvaient surveiller le campement sans être vus. Ils étaient arrivés au moment où les massacreurs de mammouths prenaient un bain dans le petit torrent qui s'échappait d'une source chaude souterraine jaillissant de la montagne. À voir leur joie, les chasseurs ne pouvaient qu'imaginer le retour de ces héros que toute la horde attendait. Fêtés par leurs proches, ils avaient dû fièrement exhiber l'ivoire, la viande et les os qu'ils avaient pu rapporter. Bison et ses hommes les avaient observés s'éclabousser et jouer comme des enfants heureux du succès de leur expédition. Ils avaient ensuite assisté au va-et-vient de cet étrange campement et compté une trentaine de personnes par hutte. Et 15 chasseurs. Pour leur part, ils n'étaient que 8. Bien, retirons-nous dans la petite grotte que nous avons repérée. Nous allons devoir prendre une décision avant l'aube, annonça Bison, tout en rampant à reculons, imité par les chasseurs. Chapitre 7. La lionne avait couru à perdre haleine sur les traces de l'élan, un mâle au bois gigantesque, large comme les ailes d'un gypaète. Elle s'était lancée dans la traque après que la meute des louves, affaiblie et ne préférant pas se frotter à ses griffes, lui avait laissé la place. Cela se passait souvent ainsi pour les lions des cavernes. Il leur suffisait de repérer les mouvements des autres carnivores ou des charognards, puis de se faire remarquer
s'approcha de l'élan qui grattait la neige pour brouter les rares touffes annonçant le printemps à l'abri d'un grand rocher. Ses naseaux fumaient dans l'air vif et ses sabots faisaient trembler le sol. Il n'hésiterait pas à s'en servir, tout comme de son impressionnante ramure pour défendre sa vie. Aussi, la lionne devait-elle faire preuve de prudence. Elle choisit de grimper sur le rocher afin de surplomber sa proie. Plusieurs fois, le grand herbivore s'arrêta et eut mal l'air. Il écouta encore la toundra avant de replonger ses naseaux dans la neige. La lionne avait faim. Elle se souvenait à peine de son dernier repas. Elle avait traqué une antilope pendant toute une journée. Elle avait cherché à la rabattre vers sa caverne, là où ses petits l'attendaient, cachés dans la pénombre. Elle les avait laissés trop longtemps seuls. Quand enfin elle avait réussi à y traîner les restes de sa proie, après s'en être elle-même bien rassasiée, elle n'avait retrouvé que leurs os. Les hyènes étaient passées par là. Depuis, rien d'autre ne comptait pour elle qu'assouvir cette faim. Elle avait déjà oublié ses lionceaux. Au printemps, elle trouverait un grand lion pour en faire de nouveau. Ses babines se retroussèrent, dégageant des crocs acérés. Elle sauta alors sur le dos de l'élan, penchée sur son maigre repas. Elle pensait lui planter aisément ses crocs dans la nuque, mais, mue par son instinct, l'énorme cervidé se dégagea d'un puissant mouvement de tête et ses larges bois frappèrent la lionne en pleine truffe. Il s'éloigna au trot dans la neige, fit quelques ruades menaçantes et disparut de la vue de la lionne, sonnée par le choc. Cette dernière s'ébroua, se remit sur pied et renonça à une poursuite hasardeuse, trop faible pour s'y engager. Elle capta vite l'odeur des humains dans l'air froid. Elle connaissait leur arme et s'en donnait d'ordinaire à bonne distance. Mais elle savait aussi que dans le sillage de ces redoutables prédateurs, les proies ne manquaient pas. La lionne se résolut à trouver leurs traces et à les suivre. Elle avait bon espoir de pouvoir se servir une bonne tranche de l'animal qu'il devait sûrement traquer. Chapitre 8. La rousse avait dû laisser à la lionne l'élan que sa meute pistait depuis la veille. Sa louve avait jugé plus prudent de lâcher la piste au premier rugissement. La neige avait recouvert les empreintes, et d'après l'odeur qu'elle venait de renifler sur le tronc d'un bouleau nain, la puissante féline avait repris la traque. La meute des louves et des louveteaux suivait sa meneuse. Les mâles avaient disparu dans l'avalanche qui avait ravagé leur territoire. Depuis, sous la conduite de la rousse, les femelles erraient dans la toundra, tenaillées par la famine. En cette interminable fin d'hiver, le gibier était rare et la compétition entre les carnivores était devenue féroce. Un clan de hyènes les avait attaqués un peu plus tôt, tuant 2 louves et 3 petits. Soudain, la rousse flaira une piste. Elle sentit l'odeur de l'homme, ce concurrent que d'ordinaire sa meute évitait, tant les longues griffes qu'il leur lançait pour les éloigner de leur campement étaient meurtrières. Cette fois-ci cependant, il s'agissait de l'odeur de 4 humains, 2 hommes et 2 jeunes, une fille et un garçon. Mais une autre odeur s'y mêlait également, celle de 2 autres loups, un mâle et une femelle. La louve dominante pensa tout naturellement qu'ils étaient déjà sur la piste des hommes pour tenter de les dévorer. « Suivons-les, se dit-elle en donnant le signal du départ à ses congénères épuisés. Notre nombre fera la différence et nous céderons ces proies faciles. » Avant l'aube, les enfants étaient partis chasser dans la toundra avec leurs jeunes loups. Grand cerf et hibou les accompagnaient. La tempête avait fait place à une belle journée. Quelques cerfs à grand bois mangeaient l'écorce des bouleaux du vallon juchés sur leurs jambes arrière. Déjà Alpa et Patou jappaient d'impatience, et de faim aussi, mais la chasse attendrait. Lorsqu'en haut du vallon, ils débouchèrent sur la toundra inondée de lumière. Hérel et Petit Nez se sentirent écrasés par l'immensité blanche et bleue. Elle les engloutissait comme une énorme gueule dont les montagnes au sud et le grand glacier au nord formaient les mâchoires aux dents acérées. Prudent, Hibou ordonna une halte sur un grand rocher plat d'où il pouvait scruter l'horizon. Le grand garçon aux cheveux roux avait un visage rond constellé de taches de rousseur. Il était toujours flanqué de son compagnon au visage allongé et aux membres
opposait, 4 louves les avaient encerclés en progressant sous le vent. Patou et Alpa se placèrent immédiatement en position de défense, tout gros dehors. Erel remarqua que les louves étaient affamées et affaiblies, ce qui les rendait aussi déterminées que dangereuses. Petit Nez encocha une sagaie sur son propulseur et se glissa aux côtés de ses loups. Erel voulut d'abord tenter l'apaisement. Elle s'avança jusqu'au bord du rocher. Un loup en pleine forme pouvait l'atteindre d'un bond, mais la chose s'avérait plus difficile pour les assaillantes dans leur état. Erel avait repéré la meneuse, une belle bête couleur de feu à la crinière impressionnante. Ces louves ne sont pas d'ici, et elles ne craignent pas ou plus l'homme, se dit-elle. Tout naturellement, la jeune fille avait pris la direction des opérations sans que ses compagnons ne s'en offusquent. Comme meneuse et dresseuse le loup, Erel avait gagné la reconnaissance de toute la horde. Elle aurait pu en profiter, elle, la fille du chef, mais ce n'était tout simplement pas dans sa nature. Grand Cerf et Hibou étaient plutôt soulagés de ne pas avoir à prendre les devants. Ils sortirent sagaie et propulseurs et imitèrent Petit Nez. Armée de sa fronde et prête à riposter à toute attaque, Erel lança aux louves comme si elle comprenait sa langue. Sœurs, nous sommes la horde de la louve. Hommes et bêtes, nous souffrons tous de cet hiver sans fin. Nous sortons chasser dans la toundra, mais nous ne tuons pas les loups. Par la louve, notre mère, laissez-nous poursuivre notre route en paix. D'autres proies plus faciles vous attendent. Mais son discours ne provoqua que des grognements. Les louves avaient sans doute des petits qui les attendaient quelque part avec les jeunes mères et les vieilles louves. Elles avaient trop faim. Cette meute très sauvage n'avait pas l'habitude de l'homme. Les femelles s'enhardirent, cherchant à sauter sur le grand rocher. Petit Nez, Hibou et Grand Cerf se résolurent à faire des moulinets avec leurs saguets. Les louves les harcelèrent de plus belle. Lorsque deux d'entre elles parvinrent à se hisser sur le promontoire et qu'un combat avec Alpa et Patou, qui pour l'heure les tenait en respect, sembla inéluctable, ils réarmèrent leurs propulseurs et Erel sa fronde. Elle allait devoir tirer une pierre sur la rousse pour déstabiliser la meute. Et si cela ne suffisait pas à les éloigner, une sagaie serait peut-être nécessaire. Ainsi, à leur corps défendant, ils seraient contraints de rompre leur serment avec la louve, mère et protectrice de leur horde. Et cela, ils voulaient à tout prix l'éviter, mais avaient-ils le choix? Alors que le combat entre leurs loups et les assaillantes se précisait, les regards se retournèrent vers une nouvelle venue qui bondit au beau milieu de la meute. Elle se mit en position tout gros dehors devant la rousse qu'elle défiait ostensiblement. C'était Sable. Ressentant l'appel de ces jeunes, elle était accourue à leur secours. La rousse réagit en l'attaquant frontalement. Les deux femelles roulèrent dans la neige qui bientôt se tacha de sang. Leur combat était féroce et les bêtes cherchaient la faille, leur croc fouillant frénétiquement la fourrure de l'adversaire. Sable modérait ses morsures, elle ne cherchait jamais à prendre la vie d'une autre louve. En revanche, la rousse luttait à mort et s'acharnait. Mais épuisée par les privations, elle ne parvint pas à planter ses crocs dans la gorge de Sable qui eut vite le dessus. La rousse s'immobilisa sous la mâchoire de son adversaire mieux nourrie et plus forte, malgré son âge déjà avancé. Sable maintint la pression et l'étouffa doucement jusqu'à ce que la queue de son adversaire cessa de s'agiter. La vaincue lui offrit alors son cou en guise de soumission. Mais la victorieuse relâcha son étreinte et la libéra, à moitié évanouie, dans la neige rouge de sang. Ses blessures n'étaient pas mortelles, elles en remettraient. De leur côté, galvanisés par ce renfort inespéré, Patou et Alpa avaient mis en déroute les 3 louves sur le rocher. Leurs traces rougirent la neige lorsque, blessées, elles signalèrent la retraite en détalant dans la toundra. Boitant bas, la rousse les rattrapa au petit trot. Penaudes, elles rejoignirent ensemble le reste de la meute qui attendait l'issue du combat sur une petite éminence herbeuse. D'un bond, Sable retrouva Erel et Petit Nez qui entouraient déjà Alpa et Patou de leurs bras. Soulagés. Les 5 amis restèrent enlacés un long moment avant qu'Erel ne revînt à la réalité. Grand Cerf et Hibou rangèrent leurs saguets dans leurs carquois et leurs propulseurs à la ceinture se joignirent à eux,
fier de faire partie de cette expédition. C'est à ce moment-là qu'Oursefort apparut, comme en réponse aux interrogations de la jeune fille sur la présence de sable aux abords du vallon. Pas de temps à perdre, allons vite nous préparer à l'abri, dit-il en les étreignant. Je vous expliquerai en chemin. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère que vous aimez toujours